Alors, bienvenue à cette nouvelle session de Connect Aînés. Juste rappeler que Connect Aînés, c'est un programme national qui est financé par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouvel Horizon et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Aujourd'hui, nous sommes avec Dominique Liboiron qui va nous parler de son voyage extraordinaire qu'il a fait en passant 8 mois en canot de la Saskatchewan jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Il a rencontré beaucoup d'États qui étaient peints de la culture francophone et il va ici partager avec nous cette brillante expérience. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser, Dominique, prendre les rênes de notre rencontre aujourd'hui. Et bon, belle écoute à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Et pour commencer, j'aimerais juste remercier Christelle de m'avoir donné la chance de partager mon histoire. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui dis merci. Je m'appelle Dominique Liboiron et je suis le neveu à Michel Hamon. Il y a peut-être certains d'entre vous qui l'avaient connu. Il était originaire de la Saskatchewan, de Gravelbourg. Et malheureusement, il est décédé jeune d'une crise cardiaque. Il avait juste 42 ans. Et donc, pour lui rendre hommage et pour encourager les gens à prendre soin de leur cœur, j'ai décidé de transporter ses cendres en canot de la Saskatchewan jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et la raison que j'ai fait ça, c'est parce que mon oncle aimait beaucoup la culture cajun. Il avait fait un voyage en Louisiane en 1992 et il en a parlé longuement pour les années à venir. Et il a partagé avec nous son amour de la nourriture épicée, du jambalaya et de la musique comme Beau Soleil et Hadley Castille. Je suis certain qu'il y en a d'entre vous qui l'avaient déjà vu peut-être en spectacle en Saskatchewan ou au Festival du Voyageur. Puis, c'était un des amis, Michel. Mon oncle l'avait rencontré en Louisiane pendant son voyage. Alors, et on va en parler plus tard dans la présentation. Alors, c'est ça. En gros, c'est ça le voyage que j'ai fait. Mais en même temps, j'ai aussi découvert beaucoup de culture francophone aux États-Unis, ce qui m'avait beaucoup surpris. Alors, je veux partager cette découverte-là avec vous. Alors, on va commencer et je vais partager l'écran. OK. Alors, je prends pour acquis que tout le monde voit l'écran rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si vous le voyez? Oui. Oui, il n'y a pas de problème, oui. Oui, OK. OK, parfait. OK. Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait un trajet de 5000 km. C'était un voyage de 8 mois. Et vous voyez mon trajet en rouge sur la carte de l'Amérique du Nord qui est là. Alors, voici une photo de Michel, de mon oncle. On l'appelait mon oncle Mitch. Et même que sa plaque d'immatriculation disait mon oncle. Parce que c'était une identité qui lui était chère. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup être un oncle. Et la raison que j'ai choisi cette photo-là, c'est parce que c'est une photo à la graduation de son neveu, mon cousin Marc. Et juste à voir son visage, vous voyez que Michel, c'était quelqu'un qui était vraiment fier de ses neveux et de ses nièces. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo-là. Et aussi, je l'ai choisi parce que si vous regardez en arrière-plan, il y a deux photos en fait. En arrière-plan. Dominique, peux-tu changer ton écran? On a toujours l'écran rouge. L'écran rouge, OK. OK, je vais juste. C'est ça. OK. Voilà, maintenant on a la photo. Ah bon. OK, parfait. Et si vous regardez en arrière-plan, vous voyez que Michel avait installé un petit monument aux Canadiens de Montréal dans son salon. Et l'idée des monuments va revenir plus tard dans la présentation. OK, est-ce que vous voyez l'image? Il y a l'emblème Chevrolet. Oui. Et, oui, OK. Donc, quand on pense aux États-Unis, on pense le plus souvent à la culture anglophone, mais en même temps, la culture francophone a beaucoup influencé le pays.
Et parmi les auteurs les plus célèbres, il y a Louis L'Amour. Et j'ai mis sa photo en haut à gauche. Et il y a peut-être lui ou Stephen King, peut-être, qui aurait vendu le plus d'exemplaires de romans aux États-Unis. Mais c'était quelqu'un avec un héritage francophone. Il est né au Dakota du Nord, mais ses parents étaient canadiens-français. Il y a la compagnie Patagonia qui est gérée par un monsieur Chouinard, aussi avec un héritage canadien-français. Et il y a l'emblème Chevrolet parce que ça vient de Louis Chevrolet. Et j'ai mis le drapeau des francophones des États-Unis au cœur de l'image. Et il y a en bas à gauche le comédien Chia Leboeuf. L'emblème Dupont parce que c'est quand même une des familles les plus riches aux États-Unis. C'est une famille qui venait de la France, qui a fait leur fortune en vendant de la poudre à canon à l'armée du Nord pendant la guerre civile aux États-Unis. Et l'autre, en bas à droite, c'est Troy Landry, un monsieur qu'on voyait souvent sur l'émission de télévision Swamp People. Et même qu'il parlait en français durant des épisodes qui étaient tournés en anglais. Alors, c'était quelqu'un qui avait quand même une certaine fierté pour son héritage. Ici, ce que je voulais expliquer juste vite, c'est que quand on pense aux faits français en Amérique du Nord, on pense souvent que c'est réparti dans des régions qui sont éloignées ou séparées les unes des autres. Donc, on pense aux Français au Québec ou on pense aux francophones en Acadie ou à Saint-Boniface ou en Louisiane. Et on pense que ce sont des endroits séparés, mais anciennement, à l'époque de la Nouvelle-France, ça faisait partie du même territoire. Donc, ce que j'ai fait pendant mon voyage, c'est que j'ai découvert l'ancienne Louisiane, parce qu'anciennement, la Louisiane s'étendait jusque dans le sud de la Saskatchewan et jusque dans le sud de l'Alberta. Donc, mon voyage de 8 mois s'est fait en Louisiane, en ancienne Louisiane. Donc, on va commencer le voyage. Nous sommes au 8 juin 2012 et ça, c'est une photo qui nous vient de East End, dans le sud de la Saskatchewan, pas loin du parc de Cypress Hills, pour ceux qui connaissent la région. C'est pas trop loin de Medicine Hat non plus. Et je suis ici sur la rivière Frenchman, qui tire son nom du fait qu'il y avait anciennement beaucoup de Métis qui vivaient le long de la rivière. Et c'est moi sans barbe à gauche, en arrière. Et au cours du voyage, vous allez voir que je deviens de plus en plus barbu. Et c'est parce que je ne me suis pas fait la barbe pendant 8 mois. Et j'ai ici mon ami Tyson Hulaha qui m'a accompagné pendant la première semaine du voyage. Et on a découvert vraiment du beau paysage le long de la rivière Frenchman. Et c'est un paysage qui ressemble beaucoup au paysage que les pionniers auraient vu quand ils sont premièrement venus en Saskatchewan. Vraiment, à certaines places, tout ce qui manquait, c'était des Premières Nations et des bisons parce qu'il n'y a vraiment rien qui a changé depuis cette époque-là. Et aussi, il y a un des amis à mon oncle Michel, Jean-Paul, mon voisin, qui m'a accompagné au cours du voyage. Il m'a accompagné de Val-Marie jusqu'à la frontière des États-Unis. Et mon voisin étaient voisins des Hamons à Gravelbourg. Et on se connaît depuis plusieurs générations. Et Michel comptait parmi les meilleurs amis à Jean-Paul. Alors, c'était vraiment important pour Jean-Paul de faire partie du voyage. Et si vous regardez en bas à droite, vous voyez une photo d'une clôture à bison. Et c'est ça, la frontière entre le Parc national des Prairies et les fermes puis les ranchs qui le voisinent. Et en parlant du Parc national des Prairies, il y a un vieux shack qu'on peut aller visiter et c'est là où vivait anciennement un cowboy qui s'appelait Will James, sauf que Will James, c'est pas son vrai nom.
Son vrai nom, c'est Ernest Dufault. Et c'est un Québécois qui voulait devenir cowboy. Et au début des années 1900, il a quitté le Québec et il a déménagé à Val-Marie, un village anciennement francophone où il y avait beaucoup de ranching dans le sud de la Saskatchewan. Et malheureusement, Will James avait des mauvaises habitudes. Puis une de ces mauvaises habitudes-là, c'était de voler le bétail des autres. Et il s'est trouvé en prison au Nevada à un moment donné. Et pour convaincre le prison de le laisser sortir de bonne heure, il avait montré ses dessins de chevaux puis de vaches, puis il avait expliqué comme un genre de comité que s'il le laissait sortir d'avance, qu'il allait arrêter de voler le bétail des autres et qu'il allait se consacrer au dessin et à l'écriture. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a publié plusieurs livres. Le plus reconnu ou le plus fameux de ces livres-là s'appelle Smokey the Cowhorse. Et c'est un livre qui a gagné un prix, c'est soit en 1927 ou 1928, c'est le prix Newbery. Et c'est un prix qui est accordé au meilleur roman pour enfants aux États-Unis. Et on peut toujours visiter ce chac-là dans le parc. Alors ici, c'est le 24 juin, c'est la Saint-Jean, et je vous montre une photo, et j'avoue que c'est assez plate comme photo parce que c'est juste une clôture, mais si je vous la montre, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut deviner c'est quoi cette clôture-là? C'est une clôture spéciale. Ça, c'est entre les États-Unis et le Canada. Oui, exactement. Donc, à droite, c'est la Saskatchewan et à gauche, c'est le Montana. Et vous voyez que c'est assez facile à traverser. J'ai eu quand même un papier spécial qui m'a permis de traverser la frontière à ce point-là. Mais je dirais qu'il y a un bon 10 pieds, 12 pieds entre la dernière broche et la rivière. Donc, c'est vraiment facile à passer avec un canot. Et quand on se trouve au Montana, on remarque qu'il y a quand même un héritage francophone, souvent des métis. Et j'ai mis ici à l'écran des noms de villages francophones au Montana. Au Montana, il y a le frère à Tyson, son frère jumeau Travis, qui est venu m'accompagner pendant une semaine. Et ici, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû faire un tout petit portage par-dessus cet arbre qui nous bloquait le chemin. Et malheureusement, on avait manqué d'eau. Et si vous regardez dans le bas de l'image, vous allez voir que l'eau dans la rivière Frenchman, elle n'est pas propre. Donc, on ne pouvait pas la boire. Mais heureusement, on avait entendu une tondeuse juste comme au-dessus de la berge. Donc, on s'est approché. Puis je me souviens qu'il y avait une madame avec un chapeau vraiment, vraiment laid. C'était un genre de chapeau rose fluorescent avec un pompon dessus. Puis quand elle nous a vus, elle a eu vraiment peur. Puis Travis et moi, on avait oublié d'enlever nos gilets de sauvetage et on portait chacun un couteau devant nos gilets de sauvetage. C'était pas pour l'autodéfense ou rien comme ça, c'est juste parce que c'est commode d'avoir son couteau à la portée de la main. Donc, on a demandé à la madame, « Can you fill our water bottles? » Puis la madame avait répondu, « OK, but don't come near my house. » Alors, elle a pris nos bouteilles d'eau, puis elle est entrée dans la maison. Puis, quand c'est venu le temps d'aller les chercher, elle a ouvert la fenêtre comme de la porte, là, le screen door, comme on dit. Puis, elle avait dit, « OK, come get your water bottles. » Puis, elle les avait placés comme sur le bord de son deck parce qu'elle ne voulait pas qu'on s'approche de la maison. Donc, j'ai ramassé les bouteilles d'eau, puis je me suis demandé, ben, qu'est-ce qu'on fait dans un moment comme ça? Est-ce qu'on dit merci ou est-ce qu'on donne un coup de pied à son barbecue puis on s'en va ou qu'est-ce qu'on fait? Donc, on avait dit, OK, ben merci beaucoup. Puis, on est parti. Puis là, pas beaucoup plus loin plus tard, on est arrivé à la fin de la rivière Frenchman, peut-être dans moins d'une heure. Puis, il y a un monsieur qui nous attendait à l'autre bord de la rivière, qui nous avait chanté toutes sortes de bêtises, puis qui nous avait dit de nous en aller. Puis, j'avais juste comme pas un bon sentiment. Il y avait de quoi qui clochait.
Alors, j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, Is this your land? Puis le monsieur avait répondu, yeah. Donc, on était pas mal certain qu'il nous mentait. Alors, il est parti, puis là, à peu près, pas longtemps, peut-être 5 minutes plus tard, il y a un monsieur qui est arrivé en pick-up. C'était un vrai cowboy là, du Montana avec la grosse moustache, puis la chemise en jeans avec le contenant de Copenhagen de tabac chiqué dans la poche en avant. Puis il sort de son véhicule, puis il porte le gros buckle. Puis il dit, Well, boys, y'all got the neighborhood in a ruckus. Puis on a essayé de ne pas rire parce qu'il y a à peu près plus personne qui dit le mot ruckus. Mais ce qu'il nous a expliqué, c'est que la madame avait appelé à tous ses voisins pour dire qu'il y avait 2 Canadiens fous sur la rivière puis qu'il fallait faire bien attention. Alors, le cowboy voulait savoir qui on était. Alors, il est venu nous parler et il nous a dit, ben là, les gars, je ne veux pas que vous restiez ici parce que je viens à la chasse ici puis je ne veux pas que vous effrayiez les chevreuils. Mais ça, c'était pas vraiment tout à fait vrai parce qu'on était au mois de juin puis la chasse est au mois de novembre. Donc, il voulait juste qu'on s'en aille. Alors, Travis, c'est quand même quelqu'un de pas mal intelligent. Puis quand il a entendu le mot chasse, il a sorti sa caméra digitale. Puis il a montré au cowboy une photo d'un gros chevreuil que son père avait tiré. Alors, le cowboy, il a vu ça, il a regardé à ça, puis il a dit, Oh, y'all are hunters? Well, you can camp here, it's no problem. Fait qu'il nous a laissé camper là, mais il a demandé qu'on ne fasse pas de feu, mais c'était pas grave, c'était correct, ça. Alors, c'était le fun de rencontrer des gens comme ça au Montana. Et là, pas trop loin après ça, peut-être une semaine après, il y a le fils, je vais juste changer d'écran, il y a le fils à Jean-Paul, mon voisin, qui s'est joint au voyage. Il s'appelle Colton. Et il me semble qu'on a passé à peu près une semaine sur la rivière au lait. Ça, c'est la Milk River qu'on dit en anglais. Et c'était le fun. On avait exploré un village fantôme. On voit la photo en bas à droite. C'est un village qui s'appelle Tampico. Et c'était vraiment intéressant parce que dans les entreprises, il y avait encore comme des vieilles factures et des choses comme ça. C'était intéressant à voir. Au Dakota du Nord, j'ai retrouvé d'autres cultures francophones avec des noms de villages ici. Il y a un des villages qui s'appelle Fargo. D'ailleurs, ils ont tourné un film avec ce nom-là. Mais c'est un nom de famille qui était anciennement francophone. C'était Fargo. C'est juste que ça a été changé un peu. Et là, un peu plus loin, au Dakota du Nord, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Alors, j'aime l'histoire de Sitting Bull. Et j'ai visité le fort où il s'est rendu à l'armée américaine. Et le rapport que cela a avec la culture, non seulement francophone, mais francescoise, c'est qu'il y a un monsieur à Willow Bunch qui s'appelait Jean-Louis Légaré, qui avait un magasin à Willow Bunch pendant les années 1870. Et ce monsieur-là avait nourri Sitting Bull et sa famille et les autres, les Lakota, les Sioux, qui ont trouvé refuge au Canada suite à leur défaite du général Custer pendant la bataille du Little Bighorn. Donc là aussi, il y a des rapports francophones. Et là, après ça, ma cousine Chantal Lamont m'a retrouvé et on a pagaillé ensemble, je pense que c'était 4 jours. Et le long de la rivière, on avait créé un petit monument en honneur de Michel. Puis c'est ce qu'on voit dans la grosse image, ça dit mon oncle avec des roches qu'on avait trouvées sur la plage. Puis on avait mis une photo de Emmylou Harris parce que mon oncle avait un crush sur Emmylou Harris. Dakota du Sud, quand même beaucoup de présence francophone anciennement. On voit les noms de lacs et de rivières et même la ville capitale s'appelle Pierre. Et on va en parler un peu plus ici. Alors, nous voyons la législature et ça va être un peu difficile à voir, mais en haut à droite, il y a un cercle et à l'intérieur du cercle, il y a une statue et sous la statue, ça dit République française. Et la raison qu'on voit ça aux États-Unis,
c'est comme je vous montrais tantôt avec la carte de la Nouvelle-France, c'est qu'anciennement, Pierre se retrouvait en Nouvelle-France. Donc, il y a une connexion avec la République française. Et en bas à droite, ça, c'est quelque chose de vraiment épatant. Quand j'étais à l'école secondaire, j'avais un enseignant qui s'appelait Richard Nadeau. Puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui l'avaient connu. Et je me souviens qu'il nous avait parlé qu'une fois en classe, qu'il y avait la famille Lavérandry qui s'était rendue au Dakota du Sud, avant que c'était le Dakota du Sud, et qu'ils avaient laissé une plaque en plomb pour prendre possession de cette terre-là pour la Nouvelle-France. Et c'est une plaque, ils avaient fondu leurs balles, comme les cartouches. Et cette plaque-là a été placée en à peu près 1740. Et c'est une plaque qui a été retrouvée dans une cour d'école en 1912. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'un bord, c'est écrit en latin et l'autre bord, c'est écrit en français. Et je l'ai trouvé, cette plaque-là, dans un musée. Je l'ai vue dans un musée. Puis c'était vraiment intéressant parce que c'était comme 15 ans après qu'on en avait parlé à l'école secondaire. Et les Lavérandry avaient signé la plaque et tout. Alors, c'était vraiment intéressant de voir ça. Et souvent, quand les Américains parlent des Dakota ou du Montana, ils vont nous dire que ces endroits-là ont été découverts par Lewis and Clark. Ça, c'est deux explorateurs américains qui ont passé dans la région au début des années 1800. Mais ce que j'aime dire, c'est que la seule chose qu'ils ont découvert, c'était des tribus qui portaient déjà des noms francophones. Donc, ils ont rencontré des nations autochtones comme les Sans-Arcs, les Brûlés, les Gros-Ventres, les Nez-Percés, les Cœurs d'Haleine. Et on peut se demander, comment ça se fait que ces nations-là avaient déjà des noms francophones? Et c'est parce que des francophones avaient déjà découvert cet endroit-là et géraient des postes de traite. Et on peut voir le nom de ces postes-là et les années que ces postes-là étaient ouverts à droite sur l'écran. Lewis and Clark avait comme guide une madame autochtone qui s'appelait Sakakawea, qui était mariée avec un Canadien français qui s'appelait Joseph Toussaint. Et c'est la statue qu'on voit là, c'est Sakakawea avec son enfant. Et elle avait voyagé à peu près pendant 1 an et demi avec son petit au dos comme ça, en traversant les États-Unis. Alors, c'est quand même une histoire incroyable. Aux États-Unis, il y a 5 barrages qui traversent la rivière Missouri qui forment d'énormes lacs. Et ces lacs-là seraient comme le lac Diefenbaker, même que le paysage se ressemble beaucoup. Et un de ces lacs-là porte le nom Lake Sakakawea en son honneur. Et vous voyez à l'écran la liste de ces 5 lacs-là et la longueur. Et ces 5 lacs-là s'étendent sur 1000 km. Et je dirais que ça, c'était le plus grand défi du voyage. C'est parce qu'il n'y avait pas de courant. Le vent est très fort, très féroce dans les Dakota. Et à la fin de chaque lac, il y a 5 grands barrages au travers desquels il faut faire un portage. Donc, juste pour vous donner une idée, vous voyez la ligne rouge. Ça va être un peu difficile à expliquer, mais je pense qu'on va quand même être capable de réussir. Ces 5 lacs-là s'étalent. On va dire, vous voyez le petit point rouge au tout début, Dominique, dans le sud de la Saskatchewan. Oui. Pourrais-tu agrandir ton écran, là? Tu vois à droite en bas, là, tu es à 65 là? Ah, OK, oui, je peux faire. Est-ce que ça aide? Oui, oui, oui. Oh, oui, oui. oui. Ah, OK, je ne savais pas comment faire ça. Merci beaucoup. OK. Alors, est-ce que vous voyez mon curseur aussi? Oui. Oui. Ah, OK, parfait, parfait. Alors, ces lacs-là commencent à peu près ici et s'étalent jusque là, jusqu'au bas du T. Donc, c'est quand même un peu loin quand il n'y a pas de courant. Et je vais vous montrer ici de quoi ça a de l'air. Alors, vous voyez, c'est un paysage qui ressemble beaucoup à celui qu'on trouve au lac Diefenbaker. Et ici,
c'est pas trop pire, mais je vais vous montrer bientôt des photos à des vagues quand le vent commence vraiment à souffler fort. Je vous demanderais juste aussi d'observer brièvement qu'en arrière-plan, il n'y a vraiment pas de lumière ou de terrain de camping, ou je vais juste descendre, ou des fermes ou des ranchs ou rien comme ça. Alors, on a vraiment le sentiment d'être tout seul quand on est là. Et à ce moment-ci du voyage, j'étais seul. Mes amis et ma cousine m'avaient rejoint plus tôt. Donc ici, c'est des photos que j'ai posées la nuit juste pour capter la solitude de la place. Et je me souviens que ce que je faisais des fois, c'est parce que le jour, il ventait tellement fort que je me débattais pendant comme 8 heures, 10 heures de temps, juste pour avancer peut-être 10 kilomètres. Alors, c'était vraiment une perte de temps. Alors, ce que je faisais, c'est que j'attendais vers 8 heures, 9 heures que la lune monte et je pagayais pendant la nuit parce qu'il y avait moins de vent. Puis là, j'avançais beaucoup plus loin, peut-être 20 ou 25 kilomètres. Mais je me souviens que j'avais peur des fois parce que tout seul sur un lac, quand il fait noir, ça fait peur. Et je me souviens des fois, j'écoutais la radio. Puis il y a un soir, il y avait une émission de radio. Je ne connais pas le nom en français, mais c'était un call-in show. Donc, les gens appelaient pour partager des histoires. Puis ce soir-là, les gens partageaient des histoires de fantômes, puis de sorcières, puis toutes sortes d'affaires. Alors, j'ai interdit la radio parce que je ne voulais pas écouter à ça. Et des fois, ce que je faisais le jour, c'est que je montais une voile. Et avec cette voile-là, j'avançais beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, juste à pagayer comme ça, j'avançais tout de bien à 3000 à l'heure. Mais avec le voile, des fois, j'atteignais même 8000 à l'heure, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est quand même 2 fois plus. Et j'avançais beaucoup, beaucoup plus loin comme ça. Sauf que quand il y avait trop de vent, c'était dangereux. Et il y a une fois que j'ai passé très, très proche de chavirer. Et pour dire franchement, j'ai eu peur parce que je ne voulais pas perdre les cendres à Michel. Et malheureusement, je me trouvais au plein milieu d'un lac pendant une tempête de vent. Et il y a une des vagues qui a viré mon canot sur le bord. Et je pensais que j'allais tomber dans l'eau. Et comme je le disais, j'ai eu peur. Mais je me suis dit, il faut que je trouve une solution là. Et avant mon voyage, j'avais fait beaucoup de boxe pour m'entraîner. Et mon entraîneur de boxe me disait tout le temps, il faut que tu respires, Dominique. Quand tu es dans un combat, il faut que tu respires parce que tu peux garder ton calme comme ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai respiré profondément 3 ou 4 fois. Et là, j'ai trouvé une solution. Et j'ai pu sortir du danger dans lequel j'étais. Et je vais vous montrer ici une photo d'un serpent à sonnette. Pensez-vous que le serpent est de bonne humeur ou de mauvaise humeur? Et vous pouvez voir d'après sa posture, il est de mauvaise humeur. Et la raison qu'il est de mauvaise humeur, c'est parce que juste avant de prendre la photo, j'ai marché dessus, j'ai pilé dessus. Ça, c'est une photo que mon ami Matt a posée au Parc national des Prairies. Et je la montre dans mes présentations juste pour expliquer aux gens des moyens pour apaiser sa peur. Donc, en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'un de mes amis avait coutume de travailler au parc et on voulait voir des serpents à sonnette. Et mon ami François nous avait dit, ben, je sais exactement où les retrouver. On va aller voir ça. OK. Fait qu'on s'en va une journée. Puis je ne sais pas comment, je ne l'ai pas vu, mais j'ai pilé sur le serpent et aussitôt que je l'ai senti sous mon pied, je savais exactement c'était quoi. Puis sans même penser, j'ai sauté dans les airs. Et heureusement, le serpent ne m'a pas mordu, même s'il a essayé. Et évidemment, j'ai eu vraiment, vraiment peur. Et c'est drôle parce que quand je donne la présentation en anglais, j'imite mon ami François qui était là. Puis François avait dit, I don't know what happened, but all of a sudden, Dominic had jumped in the hair and he yelled a very bad word.
Alors, quand je donne des présentations aux jeunes au sujet de mon voyage en canot, je dis souvent, si vous avez peur avant un examen ou si vous avez peur pendant une partie de hockey ou peu importe, vous avez juste à prendre quelques secondes pour respirer, puis vous allez apaiser votre peur comme ça. Et là, ici, on va passer à la peur, à l'humour. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est peut-être ma photo préférée du voyage. Je suis dans une épicerie aux États-Unis et j'ai dans la main un melon et une boîte de cartouches parce qu'on les vend ensemble. Et vous pouvez les voir. Vous voyez la grosse caisse de munitions en avant des melons d'eau. Alors, j'ai trouvé ça très américain comme expérience. OK, alors là, nous sommes rendus au 7 octobre et ça, c'est le dernier des 5 grands barrages que j'ai eu à traverser. Juste pour se replacer dans l'histoire, je vais vous montrer la carte ici. Je vais faire le zoom. Et nous avons commencé ici à East End et là nous sommes rendus ici, juste au bas du T. Alors, les prochains États sont le Nebraska, le Iowa et le Kansas, puis vous voyez les noms francophones des villages et des marais qu'on retrouve là. Et au début de ma présentation, je vous ai parlé un peu de Hadley-Castille. Et comme je vous disais, mon oncle Mitch avait rencontré Hadley pendant son voyage à la Louisiane en 1992. Pardon. Et mon intention était de demander à Hadley de jouer le violon pendant que je répande les cendres à Michel à la Nouvelle-Orléans. Mais malheureusement, au mois d'octobre, pendant mon voyage, Hadley est décédé suite à une tumeur au cerveau. Il n'a pas été malade longtemps, juste 2 semaines, donc il n'a pas souffert. Mais je voulais quand même rendre hommage à lui parce que c'était un bon ami à Michel. Puis il avait visité Michel au mois de mars en 2010. Et mon oncle Mitch est décédé au mois de novembre cette année-là. Alors, c'était bien qu'il ait eu la chance de se visiter encore une fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nommé mon canot Hadley en son honneur. Vous voyez aussi que j'ai mis un collant de la plaque de Michel, que ça dit mon oncle ici. Et l'autre chose que j'ai fait, c'est qu'avant mon voyage, j'ai fait faire un collant qui dit « Je vais réussir ». Et j'ai mis ça dans mon canot pour me le rappeler pendant des tempêtes de vent ou peu importe les difficultés que j'avais. Et je me suis tellement souvent dit « Je vais réussir » qu'il n'y avait aucune autre possibilité. Il n'y avait vraiment rien qui allait m'empêcher d'atteindre mon but. Donc, c'est important de faire attention à ce qu'on se dit parce que ça devient vrai. Alors, les pensées négatives deviennent vraies, les pensées positives deviennent vraies aussi. Donc, il vaut mieux se parler de façon positive. Le Missouri, il y a quand même beaucoup d'histoires francophones. On va en parler plus, mais juste vite, je voulais vous montrer des noms de lieux. Il y a par exemple Ozarks, des Ozarks. On entend souvent parler de ça, mais ça vient du français Ozark. Et à droite, vous voyez des noms de rivières. Il y avait la rivière Pomme de Terre, puis la rivière Little Bonne Femme. Et j'ai trouvé ces noms-là intéressants et drôles aussi. Donc, ici, je vais vous montrer une image qui date du 19 novembre. Je vais l'agrandir pour mieux voir. Et ce qu'on voit, c'est la rivière Missouri ici qui prend sa fin et qui se verse dans la rivière Mississippi juste ici. Et là, nous nous retrouvons ici. Ça, c'est juste comme à 2-3 000 au nord de Saint-Louis, juste ici. Alors, on a 3 rivières de fait. C'est la rivière Frenchman, la rivière au lait, la rivière Missouri. Et là, il reste juste une rivière, c'est la rivière Mississippi ici.
et nous avons complété 3545 km depuis le point de départ à Easton. Juste vite, vous montrer des photos de Saint-Louis. C'est une arche qu'on retrouve dans la ville. On me voit ici debout dans mon canot. Et je suis monté en haut ici, une salle d'observation, et on voit l'ombre de l'arche juste là et la rivière Mississippi. La prochaine image que je veux vous montrer, c'est quelque chose qui m'avait vraiment épaté. Ça, c'est le drapeau de la ville de Saint-Louis. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'une ville aux États-Unis ait un fleur de lys sur leur drapeau. Et ce qu'on voit, c'est la rivière Mississippi, la rivière Missouri qui se joignent derrière le fleur de lys et là, la rivière Mississippi qui coule vers la droite. Là. Et pas trop loin passé Saint-Louis, j'ai arrêté dans un village qui s'appelle Sainte-Geneviève. Et c'est un village qui a été nommé d'après la patronne de Paris. Et c'est un village qui a été fondé par des Canadiens français en 1735. C'est vraiment, si jamais vous êtes au Missouri, il faut visiter ce village-là. C'est vraiment incroyable. Il y a encore des maisons qui sont construites dans l'ancien style des premiers pionniers. Et on en voit un ici. Même qu'il y a un musée, ça c'est pas le musée, mais il y a un musée assez semblable à celui-là qui est décoré selon l'époque. Et c'est la maison Bolduc. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ça, c'était intéressant. Ça, c'est plus au centre-ville. On voit une maison en pierre qui ressemble beaucoup aux maisons du Vieux-Québec. Et en haut à droite, j'ai mis les noms de familles francophones qui vivaient l'autrefois. Et certains d'entre eux, ils vivent toujours, comme les Beckett. J'avais rencontré des Beckett quand j'étais là. Et il y avait un autre monsieur, j'oublie son nom, mais j'avais rencontré au restaurant, j'avais rencontré un avocat qui ne parlait pas français. Il n'y a plus personne à Sainte-Geneviève qui parle français. Hein? Mais lui, dans sa famille, il mangeait encore de la tortillère pendant leur célébration. Eux autres, c'était à Pâques, c'était pas à Noël. Mais c'était vraiment intéressant de rencontrer ce monsieur-là et jaser avec lui. Autre chose intéressante, c'est que, je vais l'agrandir pour mieux voir, mais on voit ici le nom du monsieur qui a construit la vieille maison en pierre et on voit l'année de la construction aussi. Ici, ça dit 1790. Et autre chose épatante, c'est que j'ai visité la cimetière et on peut voir des fosses écrites en français. J'en reviens pas encore aujourd'hui, comme en plein milieu des États-Unis, de retrouver des fosses en français. Et je ne sais pas si tout le monde peut le voir, alors je vais juste le lire. Ça dit « Jean Vallée, décédé le 3 août 1849, âgé de 89 ans, et son épouse Jeanne Vallée, née Barbeau, décédée le 28 mai 1842, âgée de 82 ans. » Et ce que j'ai retrouvé, c'est que en allant jusqu'à peu près à la guerre civile américaine, les fosses étaient en français. Puis là, par ensuite, il y a eu beaucoup d'immigration de l'Allemagne et on va dire des États-Unis comme des États de l'Est. Et là, tranquillement, les fosses en français commencent à disparaître. Puis on peut voir un peu comme l'histoire de l'assimilation comme ça. Puis ici, c'est juste pour donner le suffixe « oua » parce qu'on le retrouve, c'est un suffixe français, et on le retrouve aux États-Unis dans le nom de l'État Illinois. Donc, on a tendance à penser que c'est un mot anglophone, mais ça ne l'est pas, c'est un mot francophone. Et on voit ici des noms de lieux en français aux États-Unis. Et je donne aussi le nom David de Crocketang. Et ça, c'est le vrai nom de Davy Crockett. Donc, le héros américain, sa famille anciennement, si je ne me trompe pas, c'était des protestants de la France qui avaient déménagé aux États-Unis et que plus tard, ils ont changé leur nom à Crockett, mais c'était Crocketang avant.
Et en parlant de... oh, attends, juste avant de parler de ça, je veux juste vous montrer une photo ici. Vous voyez le monsieur barbu, mais pas moi, l'autre monsieur barbu. Ce monsieur-là, il s'appelle Dale Sanders. Et l'été passé, il y a eu sa fête le 14 juin. Et pour célébrer, il est parti de chez lui à Memphis, au Tennessee, et il est monté au Minnesota et il a commencé un voyage en canot. À 87 ans, il a, il a descendu toute la rivière Mississippi à 87 ans et il a obtenu un record Guinness. Et c'est quelqu'un de vraiment incroyable que j'ai rencontré pendant mon voyage. Et ceux d'entre vous qui lisez parfois peut-être mes articles dans l'eau vive, allez peut-être reconnaître ce monsieur-là parce que je parle souvent de lui parce qu'il fait toutes sortes de voyages incroyables, comme il a marché de la Floride jusqu'au Maine. Comme je disais, il a descendu la rivière Mississippi en canot. Il a fait une grosse tournée de randonnée d'un bout à l'autre du Grand Canyon. C'est vraiment une personne incroyable. Alors, pendant mon voyage, j'ai appris un nouveau mot, et ce mot-là, c'est pilotis. Puis pilotis en anglais, c'est stilts. Ah oui. Et quand on construit une maison ou une cabine à certains endroits le long de la rivière Mississippi, il faut les mettre sur des pilotis parce que la rivière inonde souvent et les compagnies d'assurance ne veulent pas t'assurer si ta maison n'est pas sur des pilotis. Alors, c'est ce qu'on voit dans l'image ici, mais la raison que j'ai installé ma tente sous la maison à quelqu'un, c'est parce qu'en écoutant la radio le jour d'avant, j'ai entendu qu'il allait avoir des tornades. Ça, c'était le jour de Noël en 2012. Et je vais vous montrer ici. Vous voyez je pense qu'il y avait 35 tornades cette journée-là. C'est pas moi qui ai posé la photo, je l'ai trouvée à l'Internet, mais c'est une tornade de cette journée-là. Et la carte, je vais l'agrandir. La carte ici montre toutes les tempêtes qu'il y avait cette journée-là et tous les points en rouge sont des tornades. Et là, ici, ça dit oui, 35 tornades cette journée-là. Alors, j'ai passé Noël en me cachant dans ma tente et en écoutant la radio pour faire certain que les tornades ne s'approchaient pas trop. La raison que j'ai installé la tente sous la maison, c'est parce que si les arbres commençaient à tomber, je ne voulais pas qu'ils tombent sur ma tente. Je ne voulais pas me faire écraser. Alors, j'ai pensé, peut-être si les arbres tombent contre la maison, je vais être correct. Mais si jamais que la tempête ou la tornade est très sévère, je suis vraiment dans une place dangereuse, mais c'était la place la plus sécuritaire que je pouvais trouver. Alors là encore, c'est important de respirer, comme j'ai fait avant, et de trouver des solutions et de rester calme. Là, je vous montre des endroits au Mississippi et au Arkansas. Auvergne, c'est comme Pontex, Notre-Dame d'Auvergne. On voit Gautier, des Gautier en Saskatchewan et en Moué, puis d'autres noms de places. OK, ici, c'est le 31 décembre et j'ai laissé une petite bouteille de sauce Tabasco sur la frontière de la Louisiane parce que mon oncle aimait beaucoup la nourriture épicée. Alors, on ne le voit pas vraiment dans la photo, mais j'ai écrit une lettre et je l'ai glissée à l'intérieur de la bouteille. C'est une lettre que j'ai écrite à mon oncle juste pour dire merci pour toutes les belles choses qu'il a faites dans ma vie. Donc, nous sommes finalement rendus en Louisiane. C'est un État qui a été nommé en honneur du roi Louis XIV en 1682. Ville capitale, Bâton Rouge, et vous voyez des noms de quartiers ou d'endroits en Louisiane. Et il y a le Vieux Carré. Donc, en anglais, on parle du French Quarter à la Nouvelle-Orléans, puis en français, c'est le Vieux Carré, en raison de sa forme. Et voici le drapeau des Cajuns.
Et juste vite, je vais vous montrer une barge. Il y a beaucoup de barges sur la rivière pour transporter du grain ou de l'engrais ou du charbon, peu importe. Et ces barges-là émettent des vagues. Puis des fois, ces vagues-là peuvent être assez grandes. Et la raison que je vous montre ça, c'est parce que ici, je vous montre une photo d'une barge qui pousse une cargaison de charbon. Et pendant mon voyage, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit d'avoir peur de ces barges-là. Mais à vrai dire, il ne faut pas avoir peur de ces barges-là parce que souvent, un voyage en canot de longue durée est assez monotone. Donc, j'aimais ça quand les barges passaient parce que les grosses vagues venaient, puis j'essayais de faire sauter mon canot des vagues. Puis c'est pas possible de faire sauter un canot, mais c'est quand même possible de faire sortir à peu près la moitié en montant une vague, puis ça fait un gros splash, puis c'est le fun. Alors, la leçon que j'en tire, c'est parce que souvent, les gens nous disent d'avoir peur, mais ils nous disent d'avoir peur des choses qui leur font peur. Donc, on n'est pas obligé d'hériter ces peurs-là. En gros, c'est pas parce que quelqu'un nous dit d'avoir peur qu'on devrait avoir peur. Alors là, nous sommes au 21 janvier 2013 et je vous montre une photo d'une maison qui a été construite par un monsieur qui s'appelait Jacques Roman. Le nom de la maison, c'est Bon Séjour et le nom de la ferme aujourd'hui s'appelle Oak Alley en raison des grosses chênes qu'il y a là. On voit les grands arbres. Et la famille qui vivait là était francophone. Et c'est comme on voit dans les films, c'était une vieille famille qui avait une ferme où ils poussaient de la canne à sucre, qui avait des esclaves. Et d'ailleurs, derrière la maison, les maisons des esclaves sont là, on peut les visiter aussi. Et ces familles francophones, riches, suite à la guerre civile, la plupart d'entre eux ont perdu leur fortune et ils ont dû vendre leur maison. Et si je me souviens bien, c'est ce qui est arrivé à cette maison-là, même que la maison avait été abandonnée. Et c'était un juge, je pense que c'était dans les années 1920, qui avait acheté la maison et sa femme l'a rénovée. Alors, on peut le visiter aujourd'hui. Alors là, notre voyage approche à la presque toute fin. Nous voyons dans la photo ici l'église Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans. En arrière-plan, vous voyez des marches en bois. C'est là où je voulais terminer mon voyage. Donc, ces marches-là sont directement contre la rivière Mississippi, même que la rivière touche les marches. Les marches ne sont pas très grandes, donc on ne les voit pas de loin. Ce qu'on voit à la place, c'est le tour de l'église, le clocher. Et quand on passe sous le pont que vous voyez ici, il reste juste à peu près 1,5 km avant d'arriver aux marches. Alors, moi, dans mon imagination, tout au cours de mon voyage, je me voyais passer sous le pont. C'était comme une visualisation. Et je voyais mon succès pour m'assurer que ça se produise. Donc, le jour où j'ai finalement passé sous le pont, j'étais vraiment content, j'étais vraiment fier de mon coup. Et là, quelque chose de mauvais m'est arrivé. La garde côtière américaine est arrivée contre moi. Vous voyez le monsieur là qui saisit mon bateau, qui saisit mon canot. Vous voyez aussi la mitrailleuse devant le bateau, là. Vous voyez le fusil qu'il y a là. Quand même assez sérieux. Et c'était vraiment drôle, en fait. Le monsieur m'a demandé, il dit « Hey, where's your driver's license? » Puis j'étais en canot, alors j'ai trouvé ça pas mal drôle. Alors, je lui ai montré ma licence, là, mon permis de conduire. Puis j'ai demandé, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez voir ça. Puis le monsieur a répondu, ben c'est le Super Bowl. Le Super Bowl est en Nouvelle-Orléans. Puis tu n'as pas le droit d'être sur la rivière. C'est une zone sécure. Alors, j'ai expliqué toute l'histoire avec Michel, toute l'histoire avec mon voyage en canot. Puis le monsieur a dit, OK, all right, je comprends.
Je te laisse aller, mais si on a besoin de te parler, on va aller te retrouver sur la berge. Alors, il m'a laissé aller, mais il a appelé pour du backup. Alors, ce que vous voyez ici, c'est son bateau à lui. Et en plus, il a fait venir un bateau de la police municipale. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais une barbe genre Al-Qaïda à ce point-là après 8 mois de voyage, mais en tout cas, la police est venue. Puis là, je suis arrivé aux marches ici et il y avait des gens qui m'attendaient. Certains d'entre vous allez reconnaître ces gens-là. Il y a ma mère Denise ici, puis mon père Ron. Puis ça, c'est ma tante Annette, puis mon oncle Jerry qui sont venus de... Ben, ils vivent à Winnipeg, mais ils étaient en Floride. Donc, ils sont venus de la Floride jusqu'en Louisiane pour être là à la fin de mon voyage. Alors, mon oncle Mitch, c'était le frère à ma mère et à ma tante. Donc, c'est le 28 janvier, après 5232 km, je suis finalement arrivé en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Et il restait une chose à faire, et ça, c'était de répandre les cendres à Michel. Et quand c'est venu mon tour de dire ça, je me suis mis à genoux sur les marches, puis j'ai dit « Bye, mon oncle, merci pour tout, puis je ne vais jamais t'oublier. » Et ça, c'était la fin de mon voyage. Alors, on a commencé ici à East End et nous avons terminé le voyage ici à la Nouvelle-Orléans. Et je vous montre une dernière photo de mon oncle Mitch. Bravo. Ça, il faut le faire. Hein? Wow. Super. Super. Ça, chapeau. Hein? Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui, merci beaucoup. Merci. C'est une très belle expérience. Mais ce que je voulais savoir, Dominique, est-ce que les personnes qui t'ont rejoint pendant le voyage, c'était prévu ou bien c'est de façon volontaire que chacun décidait, bon, OK, tu es déjà à quel niveau là, je te retrouve et puis on continue, on fait un bout de chemin ensemble. Est-ce que vous avez prévu comme ça à l'avance? Ben, les dates étaient prévues, mais c'est difficile de prévoir où on va être. Exact. Parce que le vent peut changer ça ou les tempêtes ou peu importe. Il y a beaucoup de facteurs. Mais j'avais un GPS avec moi, alors je pouvais envoyer mes coordonnées aux gens. Oh, super. Ou ce que je pouvais faire aussi, c'est que je me trouvais être à peu près une journée d'avance sur mes parents au Montana. Okay. Donc, j'ai tout simplement attendu. Je me suis trouvé une chambre d'hôtel et j'ai attendu pendant une journée. Puis, il y a toujours de quoi faire pendant un voyage comme ça. Il y a toujours de l'équipement à réparer ou de l'épicerie à acheter, peu importe. Alors. Yeah. Super. Moi, oui, je voulais savoir, Dominique, avec quoi tu es partie au début? Et puis, j'ai l'impression que tu as traversé 2 saisons un peu entre le Canada. Comment ça s'est passé? Enfin, comment tu as réussi à pagayer même avec un certain... Ça devait être limité avec... Ouais. Oui, alors je suis parti en canot. C'était avec un canot de 16 pieds. Et je suis parti au mois de juin. Donc, c'était à peu près l'été. Et j'étais rendu peut-être un peu passé le Dakota du Sud quand l'automne est arrivé. Et finalement, au mois de novembre, je suis arrivé sur la rivière Mississippi et il commençait à faire froid, mais pas super froid. Donc, je pense qu'il y avait un soir que je pense que c'était comme moins 10. Donc, c'est un peu froid, mais c'est pas si pire que ça quand même. Donc, le matin, j'ai un petit poêle à gaz, puis j'allumais ça pour réchauffer ma tente, puis réchauffer mes mains. Puis là, une fois qu'on se met à pagailler, là, c'est pas si pire que ça. Et j'ai pu rester toujours en avance de la neige parce que plus j'avançais, plus j'allais dans le sud. Et là, arrivé en Louisiane, il y avait c'était au mois de décembre, mois de janvier, mais il y avait des journées de 15 degrés, 20 degrés. Alors, c'est quand même, c'est bien. Et alors, c'est ça. Puis, il y a la première partie de ta question. Est-ce que tu peux la répéter? J'ai peut-être pas tout à fait saisi la question. Est-ce que tu étais limité en poids dans ton canot et qu'est-ce que tu as emmené avec toi voilà, pendant tout ce voyage? OK, oui. Alors,
j'avais avec moi une grosse glacière et je la remplissais de nourriture et ça me durait peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines. Et on mange beaucoup pendant des voyages comme ça. Hein. Alors, j'essayais d'acheter de la bonne nourriture, de la nourriture de qualité, mais c'est pas toujours évident aux États-Unis parce que c'est beaucoup de gras ou trop de sucre ou trop de sel. Et c'est vraiment étonnant à quel point on peut charger un canot. Donc, moi, j'ai un petit camion, j'ai un Ford Ranger et à peu près tout ce qu'on peut mettre dans la boîte, on peut mettre dans un canot si c'est bien empaqueté. Alors, il y a quand même beaucoup de place dans un canot. Et t'arrivais à pagayer malgré tout ce poids-là ou t'avais un moteur ou ouais, comment ça... J'avais 2 moteurs, c'était mon bras droit puis mon bras gauche. Puis le vent m'aidait beaucoup. Et sur les rivières, il y a du courant. Alors, le courant aide beaucoup, mais sur les lacs, pas de vent, c'est pas toujours évident de pagayer. Ouais, surtout quand le vent nous arrive en pleine face. C'est pour ça que je préférais pagayer la nuit parce qu'il y avait moins de vent. Merci. Mais tu as fait donc différentes rivières. Toutes ces rivières se connectaient, se jetaient l'une dans l'autre ou tu as dû faire des portages? Oui, exactement. Les seuls portages, c'était les barrages où parfois il y avait des rapides là, ou des... je ne connais pas le terme en français, mais des stock crossings. Donc, faire traverser le bétail. Parfois, les ranchers dans le bout de Val-Marie empilaient des roches dans la rivière pour ralentir l'eau. Et là, le bétail pouvait traverser. Et parfois, il fallait ouvrir ces stock crossings-là, enlever des roches et leur faire passer le canot et leur remettre les roches par ensuite. Oh, wow. Ouais. Parce que quand on a un canot qui est autant chargé que ça, c'est l'enjeu un peu de devoir faire des portages. Quand tu parlais de barrage et tout ça, juste pour faire un portage, ça doit te prendre presque une demi-journée juste pour tout transférer. Bien, ça dépendait, comme au niveau des stock crossings, j'ai acheté un canot flambant neuf au début de mon voyage et après une semaine de stock crossings, le fond de mon canot était détruit. Hein, la peinture était vraiment maganée. Mais en même temps, c'est des cicatrices qui comptent des histoires, alors c'est correct. Et ce que j'ai trouvé qui fonctionne bien, c'était de demander des gens de m'aider avec les portages. Et souvent, les Américains ont une mauvaise réputation en raison de leur comportement gouvernemental ou militaire dans le monde. Mais l'Américain moyen est une personne gentille et chaleureuse qui se porte pour t'aider. Et alors, des fois, j'arrivais à un barrage et disons qu'il y avait un monsieur qui faisait de la pêche en bateau. Je demandais, « Hey, monsieur, si je vous donne de l'argent, est-ce qu'on peut embarquer mon canot dans votre remorque de bateau et juste m'amener de l'autre côté du barrage? Je vais vous payer pour ça. » Et pratiquement chaque fois, les gens me disaient, « Non, non, Dominique, garde ton argent, puis je veux juste t'aider. » Puis, alors, c'était pas compliqué. Des fois, on chargeait mon canot dans la boîte d'un camion. Il y avait même une fois, on l'avait chargé sur un camper, les campers on peut faire monter le toit. On avait juste mis le canot là. Je pense qu'on l'avait attaché. Puis le monsieur m'a amené de l'autre côté du barrage. Puis c'était tout. Vraiment, les gens m'ont beaucoup aidé. Alors, c'est comme ça que j'ai traversé les barrages. J'ai eu des portages comme à la main, mais jamais de gros portages à la main. Peut-être 200 verges, 300 verges ou de quoi de même. Super. Oui, Dominique, oui, vraiment, quand tu parlais du français en Amérique, nous autres, quand on faisait nos voyages, c'est la même chose. Hein? Comme, oui, vous avez arrêté à Pierre, South Dakota. Je dis, non, Pierre. Et puis, surtout comme quand en Louisiane, on avait arrêté à Lafayette. Et puis, c'est très typique. Mais comme tu dis, les Américains en général sont très gentils. Puis, mais ça, c'est vraiment un voyage, Dominique. Tu n'auras pas été à une agence de voyage, tu n'auras pas donné un voyage comme ça. Mais ce voyage-là vaut 1000 fois un voyage à Cancun. Voilà, ça, c'est excellent. Oui, bien, merci beaucoup, monsieur. Puis, tu sais, comme souvent les voyages, c'est comme une forme d'entertainment. Tu sais,
souvent, c'est de prendre un coup sur une plage quand il fait chaud. Mais je voulais aussi qu'il y ait comme une croissance, tu sais, qu'il y ait comme un développement, puis que je développe des connaissances puis des habiletés aussi. Puis ce voyage-là m'a permis de faire ça. Souvent, c'est un cours universitaire. On apprend tellement de choses. Nous autres, on a fait ça, des petits voyages dans les petites villes là, en Amérique. Ben, c'est incroyable qu'est-ce qu'on apprend. Non, absolument. Puis surtout aux États-Unis, de préserver le français, c'est vraiment pas évident. Donc, visiter des places comme Lafayette, c'est le fun de rencontrer des gens qui font l'effort pour préserver le français. Est-ce que tu serais prêt à refaire un voyage pareil? Oui, absolument. J'aimerais faire d'autres voyages comme ça. J'ai d'autres choses que je dois faire avant, par contre. Là. Comme c'est là, je suis à l'université, puis je complète un bac en éducation. Alors, ça ne serait pas trop responsable de juste partir en voyage là, tout de suite. Exact. Mais oui, je pense que le voyage va toujours faire partie de ma vie. Puis j'aimerais ça. D'ailleurs, c'est une des raisons que je veux devenir enseignant. C'est parce que l'été, ça va me permettre d'avoir le temps de faire des voyages. Peut-être pas de la même ampleur, mais peut-être des voyages en canot dans le nord de la Saskatchewan. Ça serait le fun. Super. Quand tu racontes un voyage comme ça, je ne peux pas m'empêcher de repenser aux voyageurs là, qui faisaient le commerce de fourrure avec des canaux pleins de fourrure. Est-ce que la voie que tu as empruntée était une voie pour le commerce de fourrure ou Oui, moins sur la rivière Frenchman et la rivière au lait, étant donné que ce ne sont pas des rivières très, très profondes. Mais oui, il y a toute une histoire de la traite de fourrure sur la rivière Mississippi et la rivière Missouri, même qu'il y a un fort qui s'appelle Fort Union. C'est juste sur la frontière. Je ne me souviens plus si c'est au Montana ou si c'est au Dakota du Nord, mais c'est toute l'histoire d'un poste de traite américain. Et c'est beaucoup comme Fort Carlton ou Fort Walsh pour ceux d'entre vous qui avaient visité ces places-là. Et c'est excellent. C'est vraiment un bel endroit. Puis c'était le fun d'ailleurs parce que je suis arrivé là en canot, donc il y avait tout comme l'aspect historique à ça aussi. Et l'endroit où j'avais campé le soir d'avant, c'était des endroits où les gens campaient anciennement quand ils allaient faire leur commerce là-bas. Là. C'était vraiment intéressant de vivre ça. Et peut-être M. Dion a vécu ça en Louisiane aussi, mais les Américains, quand ils savent qu'on est francophone ou canadien-français, ils vont souvent dire « Ah, ben, t'es comme un voyageur. » Oui, nous autres, à l'école, on a appris au sujet des voyageurs. Puis, donc, c'était le fun, comme j'étais bien reçu parmi les Américains en raison de mon héritage. Alors, ça aussi, c'est le fun. Bon, ben, super. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Là, il est 15 heures passées. Alors, Dominique, on va te dire merci beaucoup pour cette belle présentation. Super. Merci d'avoir répondu présent à vous. Et je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. On va se dire à la prochaine émission. OK. Merci, Dominique. OK. Merci. Bye-bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Ouais. Bonne année, tout le monde. Merci. Bonne année à toi.